Bonjour à tous et bienvenue dans SG Bourse Live. Nous sommes ensemble pour une demi-heure afin de faire le point sur les produits de bourse Société Générale, mais aussi afin de faire un tour d'horizon des marchés financiers. Avec nous en plateau aujourd'hui, Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Nicolas. Mais aussi Sébastien David, responsable de produits de bourse chez Société Générale. Bonjour Sébastien. Alors on regarde tout de suite le sommaire de cette édition. Nous commencerons par l'actualité des marchés avec un édito notamment qui parlera de cette guerre commerciale qui se transforme en guerre technologique. Nous suivrons ensuite l'agenda des publications de la semaine avant de faire un focus sur un point d'actualité à surveiller qui concerne évidemment le groupe Casino cette semaine. Nous parlerons ensuite des produits de bourse avec notamment les produits et sous-jacents les plus traités avec Sébastien David avant de faire un focus sur les turbos Infinibest. Et enfin nous regarderons les tendances de marché avec Valérie Gastaldi, une analyse technique du coup du CAC 40 et quelques valeurs passées au crible. SG Bourse Live, c'est parti. Nous en avions parlé il y a 2 semaines. Donald Trump envisageait alors d'interdire Huawei aux États-Unis. Eh bien, c'est chose faite. Il y a maintenant plus d'une semaine, l'administration américaine a placé l'opérateur chinois Huawei sur ce qu'elle appelle son Entity List, à savoir la liste des entreprises jugées comme suspectes. La particularité de cette liste est qu'elle interdit à toute entreprise américaine n'ayant pas obtenu le feu vert des autorités de commercer avec les entreprises qui y figurent. En cause, le soupçon des autorités américaines que l'entreprise Huawei espionne sur le territoire américain pour le compte du gouvernement chinois, notamment depuis qu'une loi chinoise datant de 2007 oblige toute entreprise chinoise à collaborer avec les renseignements. Une décision qui a fait écho jusqu'au Royaume-Uni où les autorités britanniques ont elles aussi estimé récemment que l'opérateur Huawei présentait un risque, justifiant une surveillance accrue, mais ne sont pas allés, eux, jusqu'à une interdiction. Depuis, ce qui pouvait sembler comme un simple coup de plus de l'administration Trump dans la guerre commerciale qui l'oppose à la Chine se transforme doucement en une guerre technologique. Huawei ne peut en effet plus intégrer les services d'Android proposés par Google et dans la foulée, d'autres fournisseurs américains de Huawei ont dû prendre leur distance avec le constructeur. Et si les choses se compliquent, c'est que parmi les fournisseurs américains de Huawei se trouvent des constructeurs de puces indispensables à la mise en place de la technologie 5G de Huawei. Car au-delà de se positionner comme le numéro 2 mondial de vente de smartphones, Huawei est aussi un des leaders de l'équipement de réseau mobile et très en avance sur le déploiement de la 5G. Sauf que sans certains composants américains, ce déploiement de la 5G au niveau mondial pourrait être retardé. Pour l'heure, Huawei semble avoir anticipé la situation, mais seulement pour les prochains mois. La réponse de Pékin, en revanche, laisse entendre que la guerre technologique pourrait continuer puisque des sources officielles chinoises commencent à estimer que la tournure actuelle de la guerre commerciale entre les deux pays pourrait menacer l'accès des États-Unis aux terres rares produites par la Chine. Et là où les choses se compliquent encore, c'est que ces fameuses terres rares sont en réalité un assemblage de 17 métaux essentiels aux technologies de pointe que l'on retrouve notamment dans les smartphones, les véhicules électriques ou même l'armement, et que la Chine en produit aujourd'hui près de 90% à l'échelle mondiale. Cette surenchère laisse penser à certains observateurs que les accusations d'espionnage contre Huawei pourraient être bien vite oubliées si jamais la Chine venait à céder aux revendications de Donald Trump, même si l'on a plutôt l'impression pour l'heure que cela ressemble plus à une partie de poker où chacun semble encore avoir quelques cartes dans sa manche. Au-delà de la guerre commerciale et à présent technologique entre la Chine et les États-Unis, Theresa May, la première ministre britannique, a annoncé en fin de semaine dernière sa démission à la tête du gouvernement de Sa Majesté le 7 juin prochain. Une décision qui vient renforcer la thèse d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord, notamment parce que le favori dans la course à sa succession n'est autre que Boris Johnson, un Brexiteur de la première heure qui avait pris position pour une sortie du Royaume-Uni de l'Europe lors de la campagne avant le référendum.
Et au-delà de ces deux feuilletons assez récurrents, la Fed, de son côté, laisse planer le doute sur la future remontée de ses taux. Elle a ainsi signalé la semaine dernière qu'elle continuerait à être patiente en matière de politique monétaire pendant un certain temps, mais ne s'interdit pas de les remonter non plus si jamais elle constate une accélération de la hausse des prix. Autant de nouvelles qui invitent les investisseurs à la prudence sur les marchés. Nous regardons à présent l'agenda économique et corporate. Nous allons voir ce que nous attendons ces prochains jours. Alors, d'abord aux États-Unis est attendu du coup le produit intérieur brut pour le premier trimestre, suivi de l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour le mois de mai, ainsi que les dépenses des ménages pour le mois d'avril. En France, le PIB est également attendu pour le premier trimestre, suivi des prix à la consommation pour le mois de mai, ainsi que des prix à la production. Côté publication d'entreprises, encore quelques publications de résultats annuels et surtout des publications de résultats du premier trimestre. GPE Groupe Pisorno publie ses résultats annuels ainsi que Orchestra Prémaman. Du côté des résultats annuels, Laurent Perrier publie également ses résultats. Et du côté des résultats du premier trimestre, on commence avec Blicker ou encore Elior. Et enfin, du côté du point d'actualité à surveiller, il concerne cette semaine le groupe Casino. Vous l'avez sûrement entendu, la maison mère de Casino Guichard Rally a obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ce qui lui permet de geler sa dette bancaire et obligataire le temps de renégocier son endettement qui s'élève à 2,9 milliards d'euros. Une nouvelle qui n'a pas fait plonger le titre de Casino, mais plutôt fait progresser celui-ci. En effet, le groupe Casino faisait face aux problèmes de devoir payer des dividendes élevés à ses actionnaires pour leur permettre de faire face à leurs intérêts d'emprunt. Grâce à cette procédure de sauvegarde, le groupe Casino est finalement libéré de cet engagement et peut ainsi se concentrer sur son plan de redressement. Le groupe a d'ailleurs annoncé qu'il ne verserait pas d'acompte sur dividende en 2019 afin de donner la priorité à son désendettement. La question se pose néanmoins de l'avenir de Casino au sein du groupe. Alors ça reste des rumeurs, mais certains parlent de rachat, de rapprochement avec d'autres acteurs du secteur. Bref, toutes les pistes sont ouvertes et c'est le sujet qu'il va falloir suivre ces prochaines semaines. Voilà pour l'actualité des marchés et tout de suite on s'intéresse aux produits de bourse avec Sébastien David. Nous regardons à présent l'actualité des produits de bourse avec Sébastien David et comme d'habitude, Sébastien, nous allons regarder le top des sous-jacents. Effectivement, le top des sous-jacents, donc un mois de mai assez bon en termes de volume pour les turbos et plus globalement pour les produits de bourse, principalement liés à la publication des résultats des entreprises. Donc c'est toujours un mois où il y a pas mal d'actualité, où il y a pas mal de volatilité, donc des amplitudes, que ce soit à la hausse ou à la baisse en fonction des résultats. On peut citer Kering qui nous a habitués plutôt à des bons résultats. Là en fait il y a pas mal d'inquiétudes sur la guerre commerciale sino-américaine qui évidemment où l'Asie est un marché qui est très important pour le luxe. Pas mal d'incertitudes qui ont fait plonger le cours de Kering. A contrario Renault, alors Renault qui était un peu chahuté ces dernières semaines. Qui bénéficie peut-être de rumeurs de rapprochement avec Fiat Chrysler du coup. Voilà, exactement, donc forte hausse, plus de 10% de hausse, donc pas mal d'investisseurs se sont repositionnés à la hausse sur cette valeur alors qu'on était plutôt sur des stratégies baissières avec des stratégies put depuis quelques semaines voire quelques mois maintenant. Haute valeur Casino dont vous avez parlé, évidemment valeur spéculative. Alors oui ça a progressé on peut dire sur quelques jours, mais tous les jours on fait du -5, +6, donc très volatile. Attention à ce type de valeur lorsqu'on investit notamment sur des produits à levier, à rajouter du levier sur des sous-jacents très spéculatifs. Attention, sachant qu'on n'a pas vraiment de visibilité à court terme sur la valeur, mais ça a été quand même assez suivi de la part des investisseurs qui sont toujours très actifs lorsqu'on a ce type d'annonces. Et Ubisoft qu'on voit de temps en temps dans ce classement, en général avec des bons résultats, mais finalement le titre a plongé suite à un avertissement sur résultat, un peu plus de 10% de baisse sur Ubisoft. Donc certains
investisseurs sont repositionnés à la hausse, ont estimé qu'on était sur un point bas sur Ubisoft, donc ont anticipé peut-être un rebond de la valeur et une amélioration peut-être des résultats dans le futur. Et peut-être que l'arrivée du fameux E3, la grand-messe du jeu vidéo dans quelques semaines, fait que les gens attendent des annonces sur Ubisoft. Voilà, exactement. En général, les annonces qui sont faites de sorties de jeux qui peuvent être bénéfiques pour la valeur. À suivre du coup dans les prochaines semaines. C'était pour le top des sous-jacents. Et maintenant, avant de parler du produit de Bourse Société Générale que vous avez décidé de mettre en avant, on va rappeler quand même qu'il se divise en 3 catégories: diversification, rendement et effet de levier. Exactement, rapidement. Alors la diversification, on retrouve les trackers que les investisseurs connaissent bien, mais aussi les certificats 100% qui ont un petit peu plus de flexibilité que les trackers, parce qu'on peut être mono sous-jacent sur ces valeurs. Les produits de rendement dont on a parlé pas mal au premier trimestre, qui permettent de bénéficier d'une faible hausse en fait du marché tout en étant protégé à la baisse jusqu'à une certaine valeur, donc un produit qui est alternatif pour les investisseurs boursiers et les produits à effet de levier, donc là uniquement pour les investisseurs avertis, aguerris, qui maîtrisent le levier, puisque je le rappelle, un levier de 5 à la hausse par exemple sur Casino, si Casino augmente de 5%, ça fait 5 fois 5, on va faire 25% de hausse. Par contre, si on perd 6% par exemple, ça va faire 30% de baisse, donc ça va très vite dans un sens comme de l'autre, donc attention à bien maîtriser son levier sur des courtes périodes, sauf si on utilise ces produits en termes de couverture, mais sinon c'est uniquement des courtes périodes. Alors les courtes périodes, ça peut être quelques heures, voire quelques jours. 3 types de produits: les varants, les certificats leveraged des shorts, avoir un levier fixe, et les turbos, alors qui sont aujourd'hui les produits de bourse les plus traités, ça représente à peu près 55% du marché des produits de bourse, les turbos. Donc c'est des produits sur lesquels les investisseurs se positionnent. Pourquoi? Parce qu'on a un prix qui est transparent, facilement calculable, et on a différentes variantes en fait dans les turbos, notamment les turbos infinis et les turbos infini best dont on va parler aujourd'hui. Puisque c'est des produits, j'ai envie de dire, qu'on ne présente presque plus en fait au sein de cette émission. Les turbos infini best, turbo, donc le fonctionnement d'un turbo. Pourquoi infini? Alors infini parce qu'il n'y a pas de date d'échéance, donc on appelle les dates d'échéance ouvertes ou infinies, donc en fait on peut le garder. Alors ça va un peu à l'inverse de ce que je viens de dire précédemment, où on parle de court terme, mais on peut le garder aussi longtemps qu'on le veut, tant qu'il n'est pas désactivé le produit. Alors attention, oui, il n'y a pas de date d'échéance, mais ça ne veut pas dire qu'on va le garder plusieurs années dans son portefeuille, parce que un levier de 10 à gérer déjà sur quelques semaines, c'est difficile dans ces marchés, notamment avec les annonces de résultats qu'il peut y avoir, la guerre commerciale, les incertitudes avec le Brexit, le ralentissement de la croissance. Déjà c'est difficile sur quelques semaines, alors imaginez sur 10 ans des leviers, ça serait pas possible. Donc oui, il n'y a pas de date d'échéance, donc ça permet évidemment de se positionner aujourd'hui sur un produit, et peut-être on le revend demain, et dans une semaine peut-être que le produit qu'on avait investi, il est peut-être toujours adapté à sa stratégie, on peut se repositionner sur le même, donc ça offre ça facilite en fait l'investissement sur ces produits. Après ça reste sur des courtes périodes. Best aussi, c'est parce qu'on a une barrière qui est égale au strike, qui est égale au niveau de financement. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de seuil de sécurité sur ces produits, il n'y a pas de protection sur ces produits, contrairement à ce qu'on pourrait avoir sur les turbos infinis classiques, où on a intégré dans le produit un seuil de sécurité. Après, on peut très facilement mettre soi-même son stop loss dès qu'on achète le produit chez son courtier en ligne. Il y a beaucoup d'ordres qui sont proposés et très simples à mettre, et qui sont fortement conseillés à mettre lorsqu'on investit sur ce produit. On achète par exemple le produit à 1 euro, on veut pas perdre plus de 20%, on peut mettre très facilement dans le stop loss à 0,80 et le produit sera vendu à 0,80 centimes. Donc c'est extrêmement simple, et c'est fortement conseillé d'utiliser ce type d'ordre. Étant donné qu'il n'y a pas de stop loss intégré dans le produit, évidemment c'est très risqué, et le risque, quel est-il? C'est un risque intégral de perte en capital, où on a investi 1000 euros sur un turbo infini baisse, on sait qu'on peut perdre 1000 euros si le marché ne va pas dans le sens qu'on avait attendu. Tout à l'heure je parlais d'un levier de 10, si le marché perd 10%, si votre sous-jacent perd 10%,
et ça peut arriver, hein. On voit Renault qui augmente de plus de 10%, Casino qui perd 6%, Ubisoft qui perd plus de 10%. Dans la journée, c'est possible. Si on perd 10% dans la journée et qu'on a un levier de 10, on a perdu l'intégralité de son capital, on a franchi la barrière désactivante, le produit est radié et vaut 0. Donc on avait investi 1000 quel que soit le moment en fait de la journée de bourse finalement. Exactement. Pendant les horaires de cotation. Voilà, pendant les horaires de cotation, on peut être désactivé. Alors attention aussi, on ne parle pas ce qu'on appelle du risque overnight. C'est entre deux séances. Si par exemple ce soir j'ai acheté un produit à 1 euro et enfin ce matin j'ai acheté un produit à 1 euro et finalement il y a une forte baisse au cours de la journée et on clôture à 0,20 centimes et que le lendemain finalement on ouvre ce qu'on appelle en gap, donc il y a une forte baisse à l'ouverture et qu'on a franchi la barrière désactivante et finalement le produit vaut 0. On n'a pas pu vendre son produit à 20 centimes. On a ce qu'on appelle un risque overnight entre deux séances d'avoir ce gap d'ouverture. Et donc attention lorsqu'on est proche de la barrière désactivante en fin de journée, mieux vaut revendre sa position et se positionner peut-être sur un produit qui va être un petit peu moins agressif en termes de levier, sur lequel on a un petit peu plus de protection et éviter cette désactivation sur lequel on n'a pas la main. Et évidemment, ça va être très frustrant pour les investisseurs se dire bah oui, entre deux séances, j'avais pas la main, finalement le marché il a encore baissé et j'ai pas pu revendre ma position. Donc là, évidemment, ce qu'on conseille en général, c'est mieux revendre sa position et se positionner sur, si on a toujours la même stratégie, se repositionner sur un produit qui va être un petit peu plus adapté à son scénario. Donc une barrière désactivante égale au prix d'exercice qui s'adresse du coup à des investisseurs avertis qui suivent régulièrement les marchés financiers. Voilà, qui ont accès au marché. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, c'est assez facile, hein, tout le monde a un téléphone sur lequel on peut avoir accès au cours des indices, au cours des actions, même voilà, il y a des applications sur lesquelles on peut revendre sa position. C'est plus facile qu'auparavant pour suivre la bourse. Hein. Avant, soit on appelait son conseiller ou on allait directement en agence. Aujourd'hui, c'est très simple. On peut passer son ordre directement. Donc, je veux dire, tout le monde a plus ou moins accès, mais ça arrive que certains investisseurs, notamment là on parle du jeudi de l'ascension, vont partir en congé, vont pas forcément avoir accès à leur cotation. Mieux vaut dans ces cas-là mettre des ordres de bourse, parce que je rappelle par exemple demain, même si c'est un jour férié, la bourse est ouverte, on continue de travailler. Et attention à ces moments où finalement on ne suit pas forcément son portefeuille. Il peut se passer quand même pas mal de choses sur les marchés, parce que les marchés américains vont être ouverts. Les marchés anglo-saxons, les marchés asiatiques, ça peut faire bouger les marchés, évidemment, et on peut avoir des mauvaises surprises. Et donc pour éviter les mauvaises surprises, mieux vaut mettre des ordres de bourse ou revendre ses positions, si c'est des positions sur lesquelles on a des leviers qui sont assez importants, mieux vaut revendre sa position et éventuellement voir ce qui se passe quand on revient. Un mot sur la valeur du Turbo Infinibest, du coup c'est cours du sous-jacent moins prix d'exercice sur la parité. Exactement, auquel on rajoute une prime de gap, donc c'est très simple à calculer. Alors il n'y a pas besoin de la calculer, mais on a le prix en temps réel sur le site internet sgbourse.fr, chez son broker et même sur le site de la bourse. Mais si on veut recalculer son produit, si on veut faire des simulations, c'est extrêmement simple à calculer. Un mot sur les avantages et inconvénients, évidemment l'avantage c'est d'avoir un levier sur un grand nombre de sous-jacents. On peut aussi bien être exposé à des indices, on a vu le CAC 40 tout à l'heure, des actions, Casino, Air France, Renault, des actions américaines également, comme Apple, Netflix. On a également des matières premières et des devises. Donc c'est vraiment multi-sous-jacent. S'il y a un sous-jacent qui n'est pas disponible dans notre gamme, n'hésitez pas à nous appeler. Si c'est possible, on pourra lister le produit. On vous répondra en 24 heures et on pourra lister le produit en 48 heures. Et évidemment, les inconvénients, quand on a du levier, on a un risque qui est plus important et un risque de perte en capital qui est intégral. Et je parlais de Apple qui cote en dollars. Et donc il y a un risque de change également lorsqu'on investit sur des sous-jacents en dollars. Donc si le dollar monte par rapport à l'euro, c'est positif. Si le dollar baisse par rapport à l'euro, ça va être négatif. Donc attention lorsqu'on a cette double exposition sur certaines valeurs. Et à bien prendre en compte. Donc c'était pour la théorie. Restez avec nous dans quelques instants. Nous vous revenons avec l'analyse de marché. L'analyse de marché que nous allons voir du coup avec Valérie Gastaldi. Et on va commencer avec le CAC 40, Valérie.
Oui, alors je suis désolée, petit problème de logiciel qui refuse de fonctionner, il s'est arrêté en cours d'émission. Ça arrive, c'est les aléas du direct. Voilà, donc le CAC 40, bon, bah, vous le savez tous, on a ouvert un beau gap baissier ce matin, donc un espace entre le cours d'hier et le plus bas d'hier et le plus haut d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que ce gap baissier? Est-ce que ça donne un signal clair, etc. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de discuter d'une tête-épaule qui serait déclenchée. Une tête-épaule, c'est une figure qu'on appelle une figure de retournement, donc ça serait la première épaule, ça serait la tête, et ça serait la deuxième épaule. Et donc on enfoncerait la ligne de coup ce matin, ça serait un signal assez violemment baissier, hein. Le premier objectif serait de perdre la hauteur de la tête, donc quasiment 400 points à partir de 5002, ce qui nous enverrait aux alentours de 4008, sachant qu'une tête-épaule étant une figure de retournement, sa promesse c'est aussi de nous renvoyer au départ de la tendance qui est retournée, donc 4006. Alors cette figure, elle est tout à fait discutable parce qu'elle se trouve et elle est déclenchée actuellement sur l'indice CAC 40, qui est un indice qui n'est pas protégé des dividendes, c'est-à-dire qu'au cours du mois de mai, il a baissé plus que ce que les gens qui sont porteurs des actions du CAC 40 n'ont perdu. Parce que les gens qui portent des actions du CAC 40, quand l'action baisse, ils touchent le dividende qui compense la baisse de l'action. Pas le CAC, sous cette forme d'indice-là. Et donc, quand on regarde des indices qu'on appelle total return, on n'a pas de situation équivalente, on n'a pas de déclenchement équivalent oh là là, ça alors part, on a les mises à jour en direct, du coup c'est vraiment les aléas du direct, mais bon, on va retrouver le graphique. Voilà, donc c'est discutable. Ce qui est à peu près clair, c'est que si on veut être un investisseur de très court terme, donc vraiment spéculatif, comme on le fait en général avec des turbos, c'est sûr que pour le moment, le sens de la tendance courte, c'est la baisse. Et donc, tant que ce gap reste ouvert, le gap de ce matin, c'est-à-dire tant qu'on est sous les plus bas d'hier, alors il faut privilégier les positions à la vente, effectivement. Mais en termes d'objectifs, on a un niveau qui est très important à 5210 sur le CAC 40, donc qui doit être plus ou moins par là, je sais pas, 5000, plus ou moins là où je mets mon curseur. Et c'est pas évident qu'on arrive à aller beaucoup plus bas tout de suite. Donc pour quelqu'un qui est très court terme, voilà, on a quelque chose à faire potentiellement à brève échéance. Mais si on regarde un petit peu plus loin devant, en fait attention, autour de 5210, on a quand même des intérêts acheteurs qui devraient à nouveau se manifester et donc le début d'un rebond. Donc voilà, on a quelque chose qui est un marché de mois de mai, c'est-à-dire un marché avec des dividendes qui est difficile à lire et un marché qui reste avant tout un marché de consolidation plus qu'un marché de correction baissière violent pour le moment, bien qu'il y ait cette hypothèse de tête-épaule, mais qui est à moitié sérieuse d'un point de vue théorique. Alors Sébastien, du coup qu'on anticipe une hausse ou une baisse de l'indice CAC 40, qu'est-ce qu'on peut faire du coup avec un turbo InfiniBest? Alors deux choix, si on est haussier finalement, évidemment on va se positionner sur un turbo InfiniBest call, on a pris une barrière désactivante à 4592, ça nous donne un levier aux alentours de 8 et pour le négocier sur son compte titre 3744S, si finalement on est baissier, on a une barrière désactivante à 5586, là un levier un petit peu plus important, 15, attention sur ce type de levier, dès qu'on passe 10, il faut évidemment bien surveiller ses positions. Le prix 3,47, évidemment le prix à rafraîchir en temps réel dès qu'on investit sur le produit, exactement, ou chez son courtier, et le mémonique pour le négocier, le B256S. Alors ça c'était pour le CAC 40. Si on passe maintenant du côté des valeurs, est-ce que vous avez réussi à récupérer des graphiques de valeurs, Valérie? Comme tout à l'heure, j'ai pour le moment donc le graphique d'Air France. Alors le marché est mal orienté, c'est sûr, mais Air France elle a déjà beaucoup baissé depuis le mois de mars et en fait elle est en train de s'écraser sur une zone de support qui n'est pas inintéressante. Alors j'espère pouvoir plus ou moins la faire apparaître, mais tout à l'heure j'avais un curseur, mais il a disparu parce que les choses changent pendant que je tourne le dos, c'est pas très sympa. Bon, vous voyez ce sommet ici du mois de juin 2018 et vous voyez ce creux
actuellement, ce creux ici du mois d'octobre de l'année dernière, en fait on est exactement sur le même niveau actuellement, donc autour de 7,70. On est sur un niveau de support et le marché a beau baisser depuis une semaine, Air France a réussi à se stabiliser à ce niveau-là. Donc comme je vous disais, le CAC 40 potentiellement, on n'est pas très loin d'une zone qui doit revoir venir des acheteurs. Air France pourrait être une des premières à bénéficier du retour de ces acheteurs. On la sent prête à repartir à la hausse, elle n'a pas besoin de grand chose. Alors je ne vous propose pas de viser un retour au plus haut, mais en tout cas de retourner ici sur cette zone des sommets récents, des derniers sommets du mois de mai, et ça nous ferait autour de 8,35, 8,40 plus ou moins, cette zone d'il y a deux semaines à peu près. Et du coup, Sébastien, si on suit ce que nous dit Valérie, qu'on anticipe une hausse sur Air France KLM, qu'est-ce qu'on peut faire du coup avec un Turbo Infinibest? On se positionne sur un call avec une barrière désactivante à 6,81, le cours à 1,04, effet de levier 7,5 et le mnémonique pour le négocier, le Z432S. Évidemment, si on voit un levier un peu plus bas ou un peu plus haut, il faut aller choisir un autre Turbo Infinibest. Exactement, dans la gamme SG Bourse. Sur sgbourse.fr, deuxième valeur, du coup, Valérie qui s'est mis du coup à jour en direct. Alors là, une valeur à nouveau très court terme, une valeur qui elle aussi est déjà en tendance baissière, c'est ST Micro. Ce qui m'intéresse, mais donc c'est à double tranchant, hein, on est comme sur le marché, c'est pas les accélérations baissières, elles sont possibles, mais elles sont pas certaines. On a sur ST Micro un premier gap baissier qui a été ouvert avec le CAC 40 tout en haut de la tendance, un deuxième qui est resté ouvert ici alors que sur le CAC il a été fermé, un troisième ici et encore un gap qui est ouvert ce matin. Alors ça fait beaucoup, hein, potentiellement ça doit s'arrêter, mais tant qu'on n'a pas la preuve que la tendance s'interrompt, l'analyse technique sur un horizon de temps très court terme va plutôt nous inciter à ouvrir des positions baissières. Mais je vous dis, tout ça c'est sujet à ce gap qui doit rester ouvert pour aujourd'hui. Donc on a un stop qui est très proche sous les plus bas d'hier. Je suis désolée, j'ai du mal à trouver les niveaux précis. J'ai l'impression que ça fait 13,50, mais je alors là on est vérifier. À 13,52 sur le plus bas d'hier, hein, 13,52, c'est ça. Et en tant qu'objectif, on va aller chercher les plus bas du mois de mars de cette année, ce qui nous donnerait, j'ai l'impression, 12,71. Donc c'est un petit trade intraday baissier dans le sens de la tendance actuelle. Et sur une tendance baissière du coup sur ST Micro Electronics, qu'est-ce qu'on peut faire avec un Turbo Infinibest, Sébastien? Et évidemment, la stratégie baissière, on part sur un put, on a une barrière désactivante à 14,49. L'échéance, vous voyez, sur tous ces produits, c'est une échéance ouverte. Le levier 8,1 et pour le négocier, le haut 597S. Valérie, une dernière valeur? Oui, une dernière valeur, Sanofi. Alors Sanofi, un graphique en plus intéressant. Elle est pour le moment en consolidation et on est au-dessus d'un support qui est à 72 pour arrondir, 72 0, quelque chose si on veut être très précis. On a des sommets qui sont légèrement descendants, mais attention parce que justement on parlait de dividendes tout à l'heure et en fait Boursorama ne propose pas le retraitement des dividendes, mais le gap qui apparaît ici, c'est pas un vrai gap, c'est le détachement du dividende. Donc en fait, si on retraite les dividendes, toute cette partie de l'évolution de Sanofi depuis le 8 mai, 9 mai, elle serait là au-dessus des cours qu'on voit là. Donc on serait revenu légèrement au-dessus. Oui, donc c'est une baisse un peu en trompe-l'œil, ce que vous nous dites juste parce que on est au mois de mai. Voilà, exactement. C'est une baisse en trompe-l'œil. C'est pour ça qu'il faut être prudent en ce moment. Il faut pas dire oh là là, ça baisse, il y a des mauvaises nouvelles, j'appuie sur le champignon parce que tout va s'effondrer. Ça baisse, on peut accompagner les mouvements baissiers, mais sur des horizons de temps extrêmement courts et en restant assez vigilant. Donc Sanofi, même chose, gap baissier. Alors au début, hier, je m'étais dit voilà, on va la prendre avec comme stop ce sommet ici, mais aujourd'hui on ouvre un gap baissier, donc on peut être encore plus prudent et avoir un stop juste au-dessus des plus bas d'hier, avec un objectif, bien entendu 72 les plus bas, mais comme justement on est sur un mois un petit peu particulier où les niveaux horizontaux, quand on ne retraite pas des dividendes, on ne sait pas ce qu'ils vont donner, on pourrait aller plus bas.
parce que en fait, le niveau de support n'est pas forcément là. Si on retraite des dividendes, il sera plus bas. Donc il faut, si ça baisse, on peut prendre une partie des profits pour limiter les dégâts si jamais ça rebondit, hein, on prend un profit rapide, mais on laisse courir une deuxième partie de la position pour là accompagner le mouvement. Et puis si on n'a plus de risque sur cette partie-là, on ne peut que gagner beaucoup plus. Voilà. Et alors si on veut accompagner le mouvement à la baisse actuelle, du coup sur un très court terme, Sébastien, comment est-ce qu'on peut faire avec un turbo Infidibest sur Sanofi? Alors le put, pareil, barrière exactamente à 79,45, le cours à 0,74, levier de 10 tourons et le mémonique 84,90S pour le négocier sur son compte titre. Je rappelle, hein, tous les produits qui sont émis par Société Générale ont un code mémonique qui finit par S, donc très simple pour s'en souvenir. Les retrouver, du coup. Alors vous l'avez vu à l'écran, il y a deux valeurs dont on n'a pas pu vous parler. Il s'agit de Peugeot et Iliad. Mais bonne nouvelle, vous allez pouvoir voter pour l'analyse de ces valeurs dans le morning meeting en direct. Sébastien, comment est-ce qu'on fait pour voter dans le morning meeting? Alors comment on fait? Évidemment, le morning meeting, c'est tous les matins à 9h15, hein, à retrouver sur le site internet sgbourse.fr. Donc si on veut que demain il y ait une analyse sur par exemple Iliad, on a dit Renault, et on va prendre Peugeot, mais Peugeot, Renault on va aussi. prendre Renault et, c'est parti. Et Peugeot. On clique Peugeot très simplement sur la home, sur la page d'accueil en fait sgbourse.fr et on n'a plus qu'à voter. Et en fait, et on peut en choisir plusieurs du coup. Voilà, on en choisit 3. Après, tout dépend de ce qu'ont voté les investisseurs, les internautes, hein, sur le site sgbourse.fr. Donc, si vous voulez une analyse sur certaines valeurs, sur Peugeot, Iliad ou autres, n'hésitez pas à voter. Il faut voter donc tout au long de la journée et le matin à 9h15 se connecter sur sgbourse.fr et automatiquement vous avez une fenêtre qui s'affiche avec l'analyse en direct. L'analyse en direct. Et les questions en direct. Et les questions en direct également. Voilà. Vous répondez également aux questions en direct. Exactement. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Valérie pour cette analyse et pour avoir réussi à du coup aller chercher les graphiques directement sur Boursorama. Je vous rappelle que tous les produits, toutes les infos des produits de bourse Société Générale sont sur le site sgbourse.fr et vous pourrez également y retrouver les replays de toutes les émissions SG Bourse Live. Quant à moi, je vous donne rendez-vous en direct dans 2 semaines sur Téléfinance de midi à midi et demi.